Un sujet, deux points de vue. Agora. Isabelle Durand et Dominique Baudis fourbissent d'ores et déjà leurs armes. Les deux eurodéputés, l'une belge et verte, l'autre français de centre droit, se penchent face à face sur l'un des gros dossiers européens de l'automne prochain, l'amélioration du transport aérien. Depuis l'éruption volcanique islandaise du printemps dernier, le voyageur européen sait plus que jamais que son plan de vol peut être incertain. Alors, pour des vacances réussies, vaut-il mieux désormais fuir les aéroports ? Ça m'inspire quand même une image de dépendance. Enfin, je pense que le transport aérien est devenu au fil du temps extrêmement dépendant, en fait, et nous, surtout, nous sommes terriblement dépendants de lui. À la fois, il est dépendant d'une série d'éléments, comme cette éruption volcanique, de la neige, des situations diverses, des grèves parfois, et donc mettre des milliers et des milliers de passagers en difficulté. Mais en même temps, nous les citoyens, nous les États membres, nous l'Union européenne, on est terriblement dépendants de l'aviation à un tel point que le moindre problème, la moindre interruption aboutit aux scènes que l'on a vues dans les aéroports, mais aussi à une économie bloquée, des marchandises non livrées, et quand ça dure parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines, le chaos économique est énorme et le coût est gigantesque. Donc moi, ça m'interroge vraiment sur notre dépendance à l'aérien, qui devrait rester normalement un moyen de transport plus exceptionnel pour la longue distance, parce qu'il est évidemment le mieux placé pour la longue distance, et pas un moyen qu'on utilise jour après jour. Donc je pense qu'on doit vraiment revoir tout le système de transport. Nous sommes dans une société de mobilité et d'ouverture sur le monde, et donc effectivement nous sommes très dépendants des moyens de transport, mais les dysfonctionnements qu'on observe parfois dans le transport aéronautique peuvent se produire sur d'autres modes de transport. Moi je voudrais, si vous voulez, qu'on mesure un instant l'importance que représente le secteur industriel de l'aéronautique en Europe. C'est 1,5 million d'emplois, 500 000 personnes dans beaucoup de pays européens qui travaillent sur le secteur aéronautique. C'est un des éléments forts du produit intérieur brut de l'Union européenne. Les 3/4 de notre production industrielle aéronautique européenne est exportée de par le monde. Et par ailleurs, c'est un secteur qui investit beaucoup dans le domaine de la recherche, puisqu'environ 20% des effectifs des personnes travaillant dans le secteur aéronautique travaillent sur la recherche. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut essayer de limiter autant que possible les dysfonctionnements, limiter également autant que possible la consommation de kérosène et de carburant. Ben oui, mais moi je ne nie pas, au contraire, l'intérêt industriel de tout ce que représente à la fois la recherche et tout simplement l'aviation civile en tant que telle. Mais évidemment, je m'interroge sur le fait qu'on aboutit non seulement à cette grande dépendance, mais aussi à des coûts. Parce que qui paye les coûts de l'aviation ? C'est tout le monde, en fait. Et c'est y compris tous ceux qui ne l'emploient pas. Parce que coûts environnementaux, les questions de bruit, la concurrence entre les aéroports régionaux qui amènent à des délocalisations d'emplois ici ou là, parce que chacun veut avoir son aéroport près de chez soi, y compris d'ailleurs dans l'Union européenne. Le fret aérien, qui souvent n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'il faut que des magnétoscopes circulent par avion ? Ça nous interroge aussi sur toutes les questions de transport d'alimentation. Est-ce qu'on a besoin de fruits et légumes venant du bout du monde par avion ? Donc je trouve que réellement, en grand respect pour une industrie très importante, très utile, qui en plus est un fleuron technologique, et c'est très bien comme ça, mais elle doit être revue à la hauteur finalement du coût vérité de l'aviation. Et celui-là, on ne le connaît pas, ou en tout cas on ne le dit pas. Alors je partage votre point de vue sur les transports, sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, et on voit bien d'ailleurs que dès qu'une région est desservie en train à grande vitesse, le nombre de voyages avions diminue considérablement. On l'a vu par exemple en France, entre Paris et Lyon, par exemple, oui. Ou entre Paris et Bordeaux. Évidemment, entre Bruxelles et Paris, on ne prend plus l'avion. Il y a 15 ans, on prenait l'avion. Aujourd'hui, on prend le train. Mais en revanche, pour des distances supérieures à 1000 km, on est tributaire du transport aérien, et on ne peut pas passer d'une société de mobilité à une société d'immobilité et s'interdire de se déplacer.
aussi bien Non, d'ailleurs. mais par exemple, si on imaginait que, y compris pour la petite distance, mais a fortiori pour la longue, qu'on met des moyens un peu plus importants sur le développement des vidéoconférences. Beaucoup de choses pourraient être faites sans qu'on se déplace. Ce serait déjà un gain considérable. Si on améliore le ciel unique européen, ce que moi je souhaite aussi, meilleur trafic aérien, mieux organisé, avec une diminution de coûts, mais moi je crains très fort que la nature ayant horreur du vide, si on y gagne en termes d'opérationnalisation du ciel, ben, on va augmenter de façon proportionnelle le nombre de compagnies qui vont exploiter des avions dans ces espaces. Il y a des réponses que l'Europe peut apporter et qui permettraient de gagner à la fois beaucoup de temps et d'économiser beaucoup de consommation d'énergie. C'est ce qu'on appelle le ciel unique européen. On est dans une situation assez extravagante. L'Europe produit... et ça intéresse beaucoup de pays membres de l'Union européenne, des avions, des satellites. On a une politique aéronautique, une politique spatiale. Et en même temps, nous n'avons pas de ciel unique européen. C'est-à-dire que chaque pays a son propre espace, le régule à sa façon, ce qui provoque des conséquences lors des crises. On l'a vu au moment de l'affaire du volcan. On voyait bien que chaque pays prenait des décisions qui n'étaient pas coordonnées, qui n'étaient pas synchronisées. Un pays ouvrait son espace aérien, mais le pays voisin ne l'avait pas encore fait. Il faut maintenant, et l'affaire du volcan l'a montré, accélérer le processus de création du ciel unique européen, pas simplement d'ailleurs pour gérer les crises comme celle du volcan. Oui, gérer le trafic tout court. Exactement. Au cœur du projet de ciel unique européen, le programme César prépare pour 2013 une véritable révolution du contrôle aérien grâce aux satellites. À la clé, 10% de carburant économisé sur chaque trajet et des temps de vol nettement raccourcis. Je vois très très bien, en effet, l'intérêt d'un ciel unique européen, et je crois qu'on doit le faire, et que nous, du Parlement européen, on doit mettre la pression pour que ça se fasse. Et là, je vous rejoins parfaitement. Ceci dit, si on y arrive et qu'on développe aussi César, ce bel outil qui permettra cette meilleure opérationnalisation du trafic, très bien, et en plus c'est un beau fleuron européen, c'est de la belle recherche, je la soutiens parfaitement. Mais une fois qu'on aura fait ça, je crains que ce qu'on aura gagné, les 10% qu'on aura gagné parce que meilleure gestion du trafic, eh bien, ils vont être immédiatement, entre guillemets, remplis par la diminution par ailleurs fiscale, les avantages donnés pour les aéroports régionaux, les compagnies low cost, qui vont, elles, évidemment, occuper immédiatement cet espace gagné ou ces réductions d'émissions de CO2 gagnées par une meilleure gestion du trafic, ça va être immédiatement perdu. En ce qui me concerne, il y a 4 points qui me paraissent essentiels. D'une part, préserver et sauvegarder un grand secteur industriel européen, qui est le secteur aéronautique et spatial. C'est l'une des grandes réussites technologiques de l'Europe. Faire en sorte que le transport aérien reste accessible financièrement au plus grand nombre. Économiser de l'énergie, gagner en sécurité, gagner en temps de déplacement avec un ciel unique européen, de façon à ce que la navigation aérienne, la conduite des avions à partir du sol ne soit pas effectuée pays par pays. Et je crois que sur ce sujet-là, on peut s'entendre. Et puis enfin, assigner aux constructeurs et aux compagnies des objectifs très ambitieux dans le domaine de la réduction de la consommation. Au cours des 50 dernières années, la consommation a diminué de 70% et on doit pouvoir faire un progrès de 30 à 40% dans les 20 prochaines années. Donc voilà les objectifs qui me paraissent conciliables et nécessaires du point de vue de l'intérêt général européen.